Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des missions en freelance dans la data et full remote. Donc la roadmap, les process, les challenges, les éventuels next steps. Concrètement, tout ce qu'il y a à mettre en place, que vous soyez dans la data ou dans l'IT de façon générale, pour trouver des missions en freelance aujourd'hui. Alors rapidement, pour ceux qui découvriraient qui je suis, donc je suis ancien freelance en data, je me suis pris des murs quand j'ai voulu me lancer, et du coup j'ai développé une stratégie pour me sécuriser, et on est dans le thème qui repose sur la data. Donc ça m'a permis de me lancer, de trouver des missions, d'enchaîner, de ne pas avoir d'intercontrat, même d'en faire plusieurs en même temps, voilà. Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne des profils data, DevOps, IA, cloud à faire la même chose. Donc là, vous voyez un petit aperçu. Donc là, c'est quand j'étais en mission chez mon client à faire du Python. Vous avez mon espace Conto ici avec les différentes factures et ce que je fais occasionnellement des événements physiques aussi dans le cadre de mon accompagnement. Donc pourquoi je vous montre tout ça? Très simple, vous l'avez compris, je veux un accompagnement, il n'y a pas de secret. Donc moi, j'ai intérêt à démontrer mon expertise en étant transparent avec vous, en vous partageant un maximum de valeur pour attirer des gens sérieux, peut-être comme vous, qui veulent se faire accompagner pour se lancer en freelance ou pour trouver des meilleures missions ou plus de missions en freelance, quoi. Donc le tout en donnant un avant-goût de ce à quoi ça pourrait ressembler pour vous. Parce que vous l'avez vu, on va prendre un exemple aujourd'hui, on va parler du cas de Clément. Donc Clément qui est data ingénieur et qui a trouvé du coup deux missions en freelance qu'on va voir par quoi il est passé, les différentes phases, donc le positionnement, l'acquisition client, les entretiens, et même quelque chose qui va après tout ça, qui peut être intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin. Ok, alors rapidement, je vais vous montrer un peu le profil de Clément, les missions qu'il a pu signer, et puis on passera rapidement après au process précis qu'on a mis en place. Donc, profil de Clément, donc localisé dans le sud-est, donc entre Aix et Marseille, expérience pro 3 ans, et compétences, le fameux trio assez commun, data science, data ingénierie, data analyse, qui d'ailleurs a posé problème, on le verra après, et c'est le cas pour beaucoup de profils que j'ai en data. Situation au départ, donc Clément avait commencé déjà depuis 6 mois à faire de la recherche de mission. Méthodologie, c'était des plateformes et un peu de prospection, sans vraiment de résultats, donc quelques appels, mais c'est pas vraiment intéressant, c'était des missions surtout en CDI. Problématique que moi j'ai vue et qui s'est vérifiée ensuite, c'était que c'était quelqu'un de très bosseur, mais qui s'éparpillait aussi et qui surtout avait zéro feedback, donc aucun moyen de savoir si ce qu'il faisait c'était la bonne chose. Ce qui a causé les problématiques qu'on voit juste en dessous, c'est de la frustration et de la crainte qui s'accumule. Donc le temps qui passe, les missions qui n'arrivent pas, et on se dit est-ce que c'est moi le problème, est-ce que c'est le marché, et on commence un peu à perdre espoir et à perdre confiance en soi. Donc, niveau motivation et projet, c'est quand même important de le voir aussi. Clément a déjà bossé en CD, donc il savait ce que c'était. Ça lui plaisait pas, voilà, bon, classique un petit peu. Financièrement, bon, c'est pas ouf. Indépendance, c'est pareil, on repassera. Donc Clément, motivation, c'était du coup reprendre un peu la main sur sa carrière, être payé à sa juste valeur parce qu'il connaît un peu son travail, il sait qu'il est compétent et c'est vrai, et je l'ai pu le voir. Et du coup, il sait qu'il méritait plus que ça, si on peut dire les choses comme ça. Donc son projet, c'était quoi? C'était du coup de faire du cash, et donc c'est toujours son projet, hein. Faire du cash avec le freelancing, gagner en expérience par la même occasion, avec ses clients, faire du réseau aussi. Et à terme, ce serait de créer une boîte de conseil stratégique. Quand je dis à terme, ça va arriver, je pense, assez vite, hein, mais c'est quand même son projet final, c'est cette boîte en conseil stratégique. Donc mixer un peu tout ce qui sait faire de mieux, data, business, et à la fin faire un truc qui lui plaît vraiment. En termes de profil, en termes de points forts, points faibles, Clément, quelqu'un de très rigoureux, voilà, quelqu'un qui bosse de façon assez sérieuse, hein. Mentalité entrepreneur, là vous voyez, là ses projets déjà assez ancrés, hein, de créer sa boîte et tout, donc c'est vraiment sympa. Et aussi à l'aise à l'oral, c'est un point aussi important parce que c'est toujours utile pour l'entretien. La partie vente, d'être à l'aise à l'oral, même si ça fait pas tout, c'est un truc que j'ai bien remarqué dès le début et qui m'a servi de levier pour la suite. Point faible par contre, bon là, après je peux jeter la pierre, hein, c'est un peu le classique. Méthode d'acquisition à revoir, elle n'est pas du tout, on va dire, itérable, elle n'est pas du tout pertinente, efficace aujourd'hui. Tout ce qui est plateforme, c'est pas ce que je recommanderais. Et après, la partie prospection était vraiment complètement à revoir. Positionnement flou, on le verra, c'est le classique hein, des profils data. Donc je vous explique ce qu'on a fait pour lui. Attention, c'est pas forcément un truc qui s'appliquera à tout le monde, mais je vais vous montrer la méthodologie globale qu'on a appliquée. Et la posture d'entretien qui est pareil, encore une fois, le classique, quand on est un peu débutant, on va avoir du mal un peu à se vendre, on va un peu avoir du mal à être ancré sur ses positions et imposer ses conditions surtout. Donc c'est un problème qu'on a dû traiter, que malheureusement il a quand même rencontré, ce qui a un peu ralenti un peu les process. D'un point de vue des résultats, ce qui peut vous intéresser, je pense. Deux missions signées, donc voilà, mission à Airbus, full time, full remote, voilà, à noter. Pour ceux qui savent un peu Airbus et l'industriel, industriel c'est pas facile d'avoir des missions en full remote. Il a réussi à l'avoir, je vous expliquerai comment. Et en TGM, du coup, on est à 475 euros par jour. Mission numéro 2, qu'il a pu signer aussi en parallèle, c'est une mission du coup pour une startup, Track, qui est en temps partiel, full remote là aussi, et avec un forfait de 4000 euros par mois. Et il est passé, il m'a dit à peu près 5 heures à 6 heures par jour quand il bossait vraiment beaucoup dessus. Et là, il m'a dit qu'il allait sûrement arrêter pour faire que Airbus, parce que c'est ce qui lui intéresse le plus. Donc, ce qui lui a fait, du coup, en tout cas pour le mois de juillet, un CA de 13 000 euros hors taxe, ce qui est très sympa, ce qui fait un TGM de 650 euros par jour à peu près. Attention, c'est sur un mois de travailler de 20 jours, c'est toujours à prendre avec des pincettes selon les congés. Et là, vu qu'il va arrêter la mission pour Train il va perdre du coup 4000 euros de CA. Donc attention, ça reste quand même au-dessus de ce qu'il visait, mais voilà, ça reste intéressant pour que vous ayez un peu un ordre de grandeur. Au niveau de la chronologie, donc là on voit la roadmap globale, on va après voir point par point chaque étape que qu'on a mis en place.
Donc, trois grandes phases, positionnement, acquisition client, vente et négociation. Donc, on a commencé la partie positionnement le 2 mars avec tout ce qui était CV et positionnement, ce qui est vraiment le point important quand on se lance. Au bout de quasiment 2 mois pile, on est sur la mission qui démarre avec Traintrack et quasiment encore un mois pile après, la mission qui démarre avec Airbus, donc ce qui fait un délai à peu près de 2-3 mois pour avoir commencé à lancer son rythme de croisière. Et c'est un délai qui est relativement standard, sachant qu'il y a des contraintes quand même assez fortes, parce que Clément voulait des missions en full remote de préférence. Et le full remote, vous le savez, c'est un truc qui est, en tout cas aujourd'hui, assez compliqué à avoir, donc il y a quand même un peu de délai et de marge à prendre en compte. Donc en termes de délai, c'est ce que je considère acceptable. Considérez que ça sera pareil pour vous. Vous ne trouverez pas une mission en 2 semaines, ça peut arriver, mais en général, c'est plus dans les 2-3 mois. Moi, c'est entre 1 mois et demi et 2 mois et demi que j'ai comme statistique sur les gens que j'ai pu accompagner. Donc, on est dans les clous, c'est le classique. Et puis, bon, Clément a quand même eu 2 missions, donc ça reste sympa. Alors, phase numéro 1 sur 3, le positionnement et du coup le CV. On verra après chaque phase concrètement. Donc, le positionnement, c'est un peu les fondamentaux. On va du coup décomposer ça en 4 étapes. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. C'est état des lieux, analyse de marché, CV V0 et tracking et itération. Donc, pour rappel, ceux qui ne savent pas un peu, qui découvrent un peu tout ça, le positionnement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'image qu'on se fera de vous relativement à votre marché quand vous allez aller voir un client, ok? Donc en gros, ça va être qu'est-ce que vous proposez, à quel prix, à quel point c'est clair, extrêmement important cette partie-là. Est-ce que ça répond à un besoin réel? Ça aussi, c'est un peu oublié malheureusement. Et qu'est-ce que vos concurrents proposent? C'est aussi important pour relativiser par rapport aux autres. À retenir, un bon positionnement et tout le reste devient 10 fois plus simple. Et je pèse mes mots, c'est vraiment un point ultra important. Un mauvais positionnement, à l'inverse, et vous pouvez passer potentiellement comme Clément, malheureusement, 6 mois sans résultat, même si vous êtes quelqu'un de très sérieux, de très, on va dire, pragmatique dans votre approche. Problématiques pour Clément, mais d'ailleurs qui sont assez on va dire, communes, ça va être du coup un positionnement qui est trop généraliste. On ne sait pas vraiment ce qu'il vend, c'est très lié à ce qui est marqué en dessous, donc il y a un mix flou entre data scientist, data analyst, data engineer, ce qui, même si on pourrait penser des fois le contraire, est absolument contre-productif. Donc si vous aussi vous avez un positionnement qui va regrouper plusieurs compétences, c'est pas du tout un avantage, souvent c'est même une balle dans le pied. Autre problématique, ça aussi c'est pareil quand on débute, c'est qu'ils ne savaient pas réellement ce que le marché recherchait. C'est pour ça qu'ils avaient un positionnement qui était aussi large pour se dire ok, je brasse large, donc forcément, si j'ai un besoin qui m'intéresse, ben, je vais m'ajuster éventuellement s'il le faut, mais j'aurai plus de chances d'avoir des missions. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Autre problème, on le verra après, un CV trop chargé, pas clair. En gros, pour dire gentiment, il avait un peu un CV de merde, mais voilà, c'est normal. En général, on n'est pas forcément dans des CV parfaitement adaptés quand on se lance. C'est pour ça aussi que je suis là et qu'on peut travailler et je vous expliquerai comment faire pour vous aussi. Solution quand on a ces problèmes-là. Étape 1, hop, je vais mettre ça à niveau. État des lieux. On va commencer déjà par faire le point sur les compétences brutes. Donc Clément, profil data, donc il avait des compétences Python, PySpark, SQL, Azure Databricks, donc des choses assez intéressantes, assez larges quand même. Maintenant, il faut comprendre à quel niveau il est pour chaque compétence et ça va nous servir à pondérer ensuite pour faire un positionnement qui soit optimisé. Attention, ce que je vous dirai ici, c'est pas forcément à copier-coller si vous êtes vous aussi data ingénieur ou data analyst, parce que chaque cas est particulier. Et Clément, par rapport à son profil, on verra, on a choisi un set de compétences particuliers à mettre en avant. Donc ça, du coup, comment on le fait? On le fait grâce à la partie analyse de marché. Donc ça, il y a plusieurs façons de faire. Nous, dans nos process internes, donc pour tout ce qui est récolte d'informations et analyse, on a aussi, bon, moi j'ai un peu cette chance-là, hein, j'ai une database de CV, de profils qui sont en mission et de positionnements qui vont avec, et je sais du coup tel CV est associé à tel profil qui a eu telle mission, à quel prix et avec quel effort, donc je sais un peu ce qui marche, c'est un peu mon avantage injuste. Et j'ai aussi une expérience de terrain, parce que j'étais freelance aussi, et encore plus j'étais en freelance en data, donc c'est un métier que je connais bien. Concrètement, de votre côté, si vous voulez avoir un peu un abac, il faut comprendre que ce que vous voulez savoir, c'est tout ce qui est ici. Vous voulez savoir à peu près tout ce qu'il y a, donc les besoins des technos, besoins de techno, besoins, compétences, métiers recherchés par vos clients, même celles qui sont facultatives, les mots utilisés, le volume de la demande, voilà, tout ce qu'il y a ici, je vous laisse faire pause et regarder. C'est pas forcément un cours de positionnement, mais comme ça, vous avez un peu une idée de ce qui peut être intéressant. Ensuite, il faut analyser ça et surtout tester les choses. On ne peut pas non plus partir de ce qu'on sait et croire que c'est la vérité absolue. Même dans mon cas, après avoir suivi beaucoup de gens, je ne vais jamais imposer à quelqu'un un positionnement. Je vais lui donner mon avis, ce qui est justifié par beaucoup de data concrètes, mais à chaque fois, on va le vérifier. Et là, pour Clément, on a fait plusieurs tests, plusieurs variantes de positionnement. On a fait en tout 4 CV. Et à la fin, du coup, on va analyser différents KPI et itérer selon du coup, ces valeurs. Ça va être par exemple par rapport au nombre d'appels, par rapport au retour des recruteurs qu'on aura. Et c'est comme ça qu'on fait pour arriver à la fin à un positionnement qui va être optimisé le plus possible, hein. C'est pas forcément le positionnement ultime optimal, mais c'est un positionnement qui ramène des entretiens et c'est ce qu'on veut. Donc attention, je l'ai mis ici. Même quand vous avez des données qui sont déjà précises, ou votre expérience de marché, si vous êtes déjà depuis 10 ans sur le marché, ça prend quand même du temps de faire ce travail-là parce que le marché évolue et il faut prendre ça en compte. Donc ne pensez pas que vous avez toujours raison. Vérifiez les choses, testez. Et ça prend du temps de tester les choses. Même si vous avez ça qui est fait rapidement, avec peut-être comme moi
une base de données de choses qui sont déjà vérifiées sur le terrain, il faut quand même tester, ça prend du temps. Par contre, l'avantage, c'est qu'en étant comme ça, avec une approche qui est très cartésienne, très data, vous avez quelque chose qui est du coup très facilement réplicable et, on va dire, applicable de façon non émotionnelle, quoi, ce qui est moi ce que je recherche. Concrètement, nous, comment on fonctionne, on est très data, hein, comme vous l'avez compris. Donc, ces choses-là, on va les récolter, les analyser statistiquement et à la fin en tirer une conclusion. Donc là, vous avez un aperçu, c'est des données factices, mais c'est un peu la vision qu'on va avoir. Faire des dashboards, recenser beaucoup d'informations et à la fin en tirer des conclusions. Là aussi, il y a un process, mais c'est pas forcément l'objet de la vidéo. Donc voilà un peu comment on travaille. Bilan pour Clément précisément, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi trois choses. On a choisi de partir sur un positionnement qui était du coup 100% data ingénierie. Donc on a un peu jeté la partie data analyse. On a gardé un petit peu la partie data science parce que c'était un point qui pouvait être intéressant pour lui en tout cas. Et on a mis en avant l'expertise Python et le cloud. Pour lui, je le rappelle, c'était intéressant. Avec un TGM du coup entre 400 et 500. On est en province, je le rappelle. Clément, il est avec 3 ans d'expérience. Et c'était le TGM qui était à ce moment-là et encore aujourd'hui le TGM le plus cohérent. Ça sert à rien de copier Clément, si vous êtes vous aussi un profil un peu à 3 ans d'expérience, data ingénierie ou quoi, parce que c'est un travail qui a demandé d'être adapté à son profil à lui. Donc je sais que peut-être que vous allez vous dire, ouais, je vais copier son CV et j'aurai des missions. En fait, ça marche pas comme ça, malheureusement. Exemple pour vous montrer ça, Alexandre qu'on a suivi aussi. Alexandre, il est data scientist, mais il était pareil que Clément. Il avait un profil qui savait un peu tout faire. Il savait faire data ingénierie, data analyse, data science. Et lui, on arrive à la conclusion inverse de Clément, c'est que lui, il fallait tabler sur la partie data science et AI engineering. Et du coup, c'est comme ça que ça a marché pour lui. Donc, il n'y a pas vraiment de règle absolue. La règle absolue, c'est qu'il faut avoir une vision, à mon sens, data. Il faut comprendre les données, analyser et tester les choses. Et quand vous faites ça, vous allez arriver à votre solution à vous qui sera optimale, ok? Pour Clément, du coup, on est arrivé à ça. Donc là, vous avez le CV initial qui était un peu chargé, voilà, visuellement qui n'est pas ultra clair. Et après, du coup, on a eu plusieurs itérations que je cache des fois, surtout pour son, pour son positionnement, mais c'est parce que dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui sera intéressant pour vous de copier. Donc on a fait plusieurs itérations de CV, vous voyez un peu mes gribouillis au fur et à mesure, et à la fin, on a le CV un peu gagnant, oups, qui lui a ramené au résultat qu'on verra juste après sur la partie acquisition client. Ok, donc pour retenir, si vous voulez un peu des conseils par rapport à votre CV, il n'y a pas vraiment de conseils justement, c'est juste avoir un CV qui rend votre positionnement clair. Si le positionnement n'est pas clair, ça ne sert à rien. Tout travail qui a été fait ici ne sert à rien. Donc, ne pas avoir un CV comme ça, c'est déjà un bon point. Ne pas avoir un CV qui est trop dense, c'est déjà un bon point. Il faut arriver à la fin à un CV qui est relativement clair, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme, d'accord? Maintenant qu'on a vu ça, on peut passer maintenant à la partie acquisition client, qui est la deuxième phase. Donc, après avoir validé le positionnement avec différentes étapes de test et d'itération, on arrive à la partie un peu, la partie croustillante, hein, ce que beaucoup pensent être la partie importante. Ça l'est, mais ça l'est pas autant qu'on l'imagine. C'est l'acquisition client. Comment trouver des clients, avoir des entretiens avec eux et du coup pouvoir se vendre et arriver à la fin à avoir une offre qu'on a signée. Donc concrètement, il y a trois sous-phases ici, la partie plateforme, la partie prospection et la partie tracking et bilan. Concrètement, la problématique de Clément, mais qui est d'ailleurs assez commune, c'est encore une fois la passivité, donc par rapport aux plateformes. Donc, je ne dis pas que c'est inutile, mais il y a une façon de le faire qui est plus efficace que d'autres. Être passif, c'est pas efficace dans le marché actuel, encore moins. Donc, encore moins quand on va du coup dépendre de plateformes, c'est pas quelque chose qui va être robuste pour la suite, même si vous avez une mission qui vous dit que vous arrivez à en retrouver une dans 6 mois. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est la stabilité sur le long terme. C'est pas juste trouver une mission par-ci par-là en mode houhou, trop cool. Et du coup, le problème qu'il avait aussi, c'était, on l'a vu tout à l'heure, aucune méthodologie efficace pour démarcher, donc pour prospecter les clients. En termes de résultats, il y a eu à peu près 100 prises de contact sur les 6 mois, donc rien de sérieux malheureusement, on est vraiment zéro. Et 15 entretiens qui sont du coup des entretiens pour du CDI, ce qui était du coup pas qualifié. C'est un peu le problème qu'on a. Ce que je mets du coup en dessous. Le risque que vous pourriez avoir vous aussi, quand vous faites de la prospection, quand vous faites de l'acquisition client, c'est parler dans le vide, donc avoir du coup zéro retour littéralement ou très peu de retour. Avoir des missions qu'on vous propose qui sont en CDI, si vous avez vraiment pas de chance ou si vous avez un peu moins de chance, des missions avec un TGM très bas, ce qui va du coup montrer qu'il y a une mauvaise qualification, donc en gros un mauvais ciblage de vos prospects. Et on a aussi un problème qui est un peu plus subtil, un peu plus caché, c'est qu'on n'a aucune capitalisation sur le long terme. Donc en gros, les gens qu'on va contacter, on va pas créer de réseau avec eux, pas créer de lien avec eux, ce qui fait qu'ils vont nous oublier et à terme, on va toujours partir un peu à zéro, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un peu une machine qui va, avec de l'inertie, on va dire, s'accumuler et nous amener de plus en plus de missions au fur et à mesure. On ne veut pas passer toute notre vie de freelance, ce qui est d'ailleurs malheureusement beaucoup le cas, à chercher des clients tout le temps, prospecter tout le temps, même avec 40 XP. À un moment, on veut que ça arrive quand même tout seul. Mais au début, il faut lancer un peu les choses, il faut créer son réseau, et ça passe par ce qu'il y a ici, et c'est OK, il n'y a pas de souci. Solution qu'on met en place assez régulièrement, ce qui était le cas pour Clément, c'est du coup le process de prospection, on va dire entre guillemets maison, avec encore une fois une vision data d'autiste. Donc concrètement, les focus qu'il faut avoir, même dans votre cas, si vous voulez faire de la prospection, ce qui est aujourd'hui ce que je conseille le plus souvent, c'est plusieurs choses dans l'ordre. Le ciblage,
Donc à qui vous allez parler? Est-ce que c'est des ESN? Est-ce que c'est des clients finaux? Voilà, c'est hyper important déjà de faire ça. Pour Clément, je peux le dire, c'était des clients, pardon, c'est des ESN. On a fait des clients finaux, mais c'était dans un second temps. Ensuite, ça va être l'approche. Donc, comment vous allez avoir ces gens-là, comment vous leur parlez? Est-ce que c'est coucou, ça va? Est-ce que c'est bonjour, je suis freelance en data ingénierie, je sais faire ça? C'est hyper important de faire ça parce que c'est ce message-là qui va déclencher après la conversation. Donc, si le message n'est pas travaillé, vous allez avoir, comme Clément l'a eu malheureusement, des messages dans le vide, quoi. Ensuite, les relances. Clément n'en faisait littéralement aucune ou très peu. Donc là, c'est pareil, c'est un sujet aussi à part entière. Les relances, il faut absolument en faire, c'est pas un débat. Ensuite, autre sujet plus avancé, mais que vous allez sûrement avoir, peut-être vous avez déjà eu à traiter, tout ce qui est objection. Objection de prix, d'expérience, de besoin qui n'est pas pertinent par rapport à vous. Des choses qui vont vous bloquer des pistes qui pourraient être exploitables, donc c'est hyper important de travailler ça aussi. Et enfin, la prise de rendez-vous. Pousser les gens à arriver en appel, ce qui pour beaucoup est compliqué parce qu'on est un peu gentil, des fois on n'ose pas s'imposer, mais des fois il le faut. Concrètement, on met ça en place, on verra un peu comment on fonctionne, mais je ne vais pas pouvoir tout vous montrer malheureusement. Tracking ensuite des KPI, toujours pareil, on veut tout traquer pour pouvoir analyser les choses, pour pouvoir prendre des décisions. Et du coup, on va confronter ça aux valeurs de référence sur le marché actuel pour savoir si ce qu'on fait c'est bien, pas bien, à quel point c'est pas bien, à quel point c'est bien, et itérer s'il le faut. À terme, le step, on va dire final, c'est automatiser les choses. Pour là, on va créer un véritable système, un truc qui peut tourner quasiment sans nous. Et c'est là qu'on a vraiment un peu craqué l'acquisition, comme j'aime à dire ça. On est arrivé à un step où bah, on sait comment trouver des clients. On sait que il faut mettre des efforts là-dedans, comme ça, pour avoir tel résultat. Alors, c'est jamais une relation qui est parfaitement logique. Il y a toujours un peu des aléas du marché, c'est normal, c'est le business. Mais on arrive à toujours un moment à peu près comprendre le lien entre nos efforts et nos résultats. Et c'est extrêmement agréable et c'est très sécurisant pour la suite. Et c'est ce qu'il faut viser, je pense, quand vous êtes en freelance. Concrètement, nous, comment on fonctionne? On a un peu un système data. Donc là, vous avez un peu à l'écran, donc c'est des trucs fake. Ça sert à rien de regarder les noms. C'est un truc que j'ai fait pour la vidéo. Donc en gros, vous avez un système un peu style CRM pour ceux qui savent ce que c'est. Où vous allez traquer chaque personne que vous allez contacter et voir à quel step vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'étape de l'invitation, à l'étape de l'appel avec elle, à l'étape d'entretien client. Et ça, c'est important pour à la fin faire des statistiques. Et nous, du coup, on fait ça pour les comparer à nos références internes qu'on base sur nos statistiques de terrain avec les gens qu'on accompagne. Et du coup, on a un peu pour chaque étape où il y a un peu une perte potentielle de prospects, un taux, une valeur de référence et les causes qui pourraient être potentiellement liées à cette perte. Donc par exemple, là, je ne vais pas forcément pouvoir vous montrer évidemment, mais si vous savez que vous avez un taux de réponse qui est en dessous de la valeur de référence, en tout cas par rapport à nos process là, vous saurez quelle est la cause potentielle et après vous allez pouvoir travailler le sujet en question s'il y a besoin. Et c'est pareil pour vous, vous devez aussi avoir cette vision data, vous devez vous dire, ok, quels sont les différents steps dans mon process de vente, à quelle étape il peut y avoir de la perte, et en gros, quel serait mon taux, on va dire, acceptable de perte pour que je me dise c'est bon ou c'est pas bon. Et selon ça, vous allez pouvoir avoir des cycles un peu itératifs, un peu en mode sprint, un peu en mode agilité, qui permettront de, à la fin, réussir à trouver du coup la recette magique, entre guillemets, pour avoir des clients qui affluent chez vous. Donc, sans pouvoir trop vous montrer, vous avez un peu nous, comment on aime bien avoir des scripts comme ça, des diagrammes un peu visuels, pour ne pas laisser trop de place à l'aléatoire et comprendre un peu chaque situation, comment on les gère, etc. Pareil pour les relances, donc on a un peu tout qui est mappé. Au niveau des résultats, Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'était assez flagrant. Il est arrivé à un gros volume tout de suite, donc un volume à peu près de 10 à 15 appels par semaine. Au début, avec des problèmes de posture, mais qui se sont réglés. Ensuite, on verra ça après, dans la partie entretien. Et surtout, on a pu valider ce qui était le plus important, les hypothèses de positionnement. On a pu vérifier qu'effectivement, ce que Clément avait fait comme positionnement, c'était ce qu'il fallait faire et c'était ce qui lui apportait le plus d'opportunités sympas, qualifiées, avec des bons TGM et éventuellement en remote. Donc là, vous avez ce qu'il m'a envoyé comme message en live, c'était assez sympa. Il a vraiment bien pu charbonner. Et je vais vous faire peut-être d'ailleurs un petit passage de message vocal qu'il m'a envoyé ce matin, parce que je lui ai demandé un peu ses statistiques plus précisément, pour que vous les mettre dans la vidéo. Et vous allez voir du coup ce qu'il en dit de lui-même, quoi. Rapidement. Je suis désolé, je réfléchis en même temps. Côté appel, ensuite, après signature, donc j'ai tourné à du 200 contacts de nouvelles personnes par semaine, une trentaine par jour, plus d'une trentaine par jour. Pour le coup, j'ai eu énormément de retours parce que je relançais, donc j'ai eu très très peu de cas de non-réponse ou de personnes qui refusaient complètement. Pour le coup, je devais être en taux de réponse autour de 80%, voire sûrement plus que ça. Des retours intéressants, j'en ai eu énormément. Et les appels après signature, donc avec des commerciaux, sur les semaines où je cherchais l'émission, je tournais entre 20 et 30 appels de commerciaux par semaine. Et au plus fort, mais sinon au bas mot, j'étais entre 10 et 15 appels par semaine, je tournais à peu près 2 par jour, 2-3 par jour. Ok, donc comme vous avez pu le voir du coup de Clément directement, il a pu complètement exploser un peu son volume et c'est ce qui a pu le débloquer. Maintenant, il restait encore un point, c'est la partie entretien. Avant d'aller plus loin, du coup, si vous aussi voulez vous faire suivre par rapport à ces sujets-là, je le précise quand même au cas où, vous avez un lien de description pour prendre un rendez-vous, on pourra en discuter et comme ça on pourra appliquer ce que vous avez à l'écran pour vous, les différents scripts, les différents process et exploser un peu votre volume d'acquisition et arrêter de parler un peu dans le vent ou d'avoir des retours de gens qui veulent vous faire que des missions en CDI. Maintenant pour la partie entretien. Alors, là, vous avez trois sous-phases, encore une fois. La phase 1, c'est la trame de vente. Ensuite, il y a la partie réponse aux objections, encore une fois. Et encore une fois, pareil, tracking et bilan. Problématique par rapport à Clément, c'est un peu le classique, et je l'ai fait d'ailleurs remarquer. Trop gentil, voilà.
Positionnement flou, donc encore une fois, ça pose des problèmes maintenant, c'est que c'est compliqué de démontrer sa valeur clairement, et c'est des problèmes qu'il a eu au début quand il a eu des gens au téléphone. Mauvaise posture, de façon générale, ce qui trahit qu'il est débutant, ce qui pose des problèmes par rapport non seulement au TGM, mais aussi par rapport au remote. Donc, ce qui fait qu'on propose du CDI. Voilà, c'était un peu les problèmes qu'il avait. Et impossible de négocier le full remote, c'était complètement hors de question. Là, enfin là, c'était même pas un débat quoi pour lui. Donc ça, c'est les problématiques qu'il avait. Donc en gros, c'est un peu le classico du profil de l'IT qui est qualifié, qui veut faire les choses bien et qui du coup va un peu jouer trop dans les règles. Et dans le monde du freelancing, quand on parle avec des ESN, les règles, il faut un peu les oublier malheureusement. Des fois, il faut peut-être un peu moins gentil, il faut un peu plus s'imposer. C'est ce qu'on a fait. Donc solution, rédaction d'une trame de vente qui va maximiser la valeur perçue et la confiance, donc la confiance du prospect évidemment. Ajout de, entre guillemets, tricks psychologiques pour maximiser l'engagement de l'interlocuteur. En gros, il vous écoute vraiment. Ça, c'est un problème que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les gens ne vous écoutent pas. Alors déjà, si vous avez un positionnement qui est flou et qu'en plus on ne vous écoute pas, autant vous dire que votre valeur perçue, elle est à 2 centimes par jour. Donc le but, c'est vraiment qu'on vous écoute et pour ça, il y a des astuces qu'on peut mettre en place. Autre point hyper important, parce que ça, c'est un truc qui peut être très compliqué à gérer même quand on est formé à ça, c'est les objections. Donc pour ça, il y a une astuce qui est de prévenir les objections. Donc autant les prévenir avant qu'elles arrivent. Et donc du coup, on va faire une trame qui va faire en sorte que chaque objection qu'on pourrait avoir, on va l'anticiper et la tacler dès la partie où on se vend. On va quand même se préparer aussi pour les questions post-pitch. Donc en gros, on veut sonder un peu l'intérêt, comprendre un peu les zones d'ombre qu'il pourrait y avoir et les résoudre pour encore une fois minimiser les questions et les objections qu'on pourrait avoir. Et malgré tout ça, on va quand même devoir se préparer à ça. C'est un sujet moi d'ailleurs que j'aime beaucoup et qu'on va toujours faire à chaque fois à fond. Préparation aux objections classiques. Donc le prix, le remote, voilà, important pour Clément, l'expérience. Parce que vous soyez bon, pas bon, surtout aujourd'hui, c'est un truc que vous allez forcément devoir gérer, d'accord? Donc si vous paniquez devant ça, ça va être compliqué. Donc vous pouvez préparer les choses, et c'est ce qu'il faut absolument faire, hein. Il faut vraiment préparer en amont, avoir une bonne trame qui va empêcher que ça arrive, mais ça va quand même arriver, donc il faut être prêt à ça, et avoir des réponses un peu entre guillemets toutes faites pour pas être surpris, et avoir son jus de cerveau qui est appliqué, on va dire, aux vraies choses qui sont dues au live, et pas à des choses qui peuvent être préparées, comme des objections classiques, quoi. Donc en gros, niveau trame, on a un peu une trame faite maison, avec différentes phases, donc préparation, on va avoir différentes sous-phases dans le script, et les parties après. Donc là, c'est pareil, c'est flouté pour des raisons évidentes, mais c'est aussi parce qu'en tous les cas, ça sert à rien de copier ce que fait Clément. Clément, il a son expérience, il a sa façon de travailler, il a sa façon de s'exprimer, donc ça sert à rien de vouloir le copier, mais en tout cas, si vous voulez retenir un truc, c'est que ce qu'il a fallu faire, c'était mettre pas mal d'éléments pour que les gens soient quand même hook, qui n'arrêtent pas d'écouter, et comme je vous ai dit, qu'on ait aussi de quoi prévenir les objections. Et là, vous voyez par exemple en rouge des éléments qui étaient inutiles que j'ai dit à Clément d'enlever, parce que ça crée trop de confusion, et des fois, mieux vaut en dire moins que trop. Parce qu'en entretien, voilà, c'est un jeu on va dire de clarté, et il faut que les gens sachent ce que vous proposez. On a aussi toute une trame du coup pour les questions à poser. Évidemment, je ne peux pas non plus trop vous montrer, malheureusement, désolé hein, pour ceux que ça va frustrer, mais des questions à poser qui vont servir à comprendre si le prospect est chaud ou pas, s'il y a moyen peut-être de remettre une couche sur un point qui est peut-être un peu flou pour lui et gagner un peu des points. Et ça, c'est ultra important et très très peu fait par les freelances parce que du coup, ils vont s'arrêter à se présenter. Alors que c'est là que ça se fait. Le travail, il se fait plutôt ici. C'est ici qu'on va comprendre si on a fait les choses bien, s'il faut se répéter, s'il faut poser des questions plus précises, comprendre mieux le besoin. Donc c'est ce qu'on a fait avec Clément, on a préparé ça. Pareil, objection, on a un peu notre trame faite maison pour tout ça, sur tout ce qui est objection, les différentes cas de figure qu'on pourrait rencontrer. Et comme ça, on va pouvoir anticiper les choses et pas arriver stressé en entretien. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire des reviews. Donc avec Clément, on a fait ça beaucoup. Donc appel qui va enregistrer, qui va m'envoyer. Et je vais lui faire une review en vidéo pour qu'il sache en gros comment s'améliorer pour les prochaines et pas refaire des conneries s'il en a déjà fait. Parce qu'on peut se préparer autant qu'on veut, je vous le dis tout de suite, et même c'est pareil pour moi, on peut être très 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 prêt à l'entretien. Il y a toujours une phase d'humain, une phase de live, ce qui fait qu'il faut quand même être on va dire, pragmatique et s'enregistrer, se réécouter, voire l'envoyer à des gens comme moi pour que vous soyez un peu euh, review et avoir des feedbacks dessus, quoi. Donc là, en gros, vous avez un peu la trame générale. Et je vais faire passer encore une fois un petit extrait de ce que m'avait dit Clément par rapport à Airbus. Parce que Airbus, je le rappelle, mission qui a fait en full remote, mission qui, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, ils savent que Airbus, c'est pas des missions qui sont faciles à avoir en full remote. Alors comment on a fait? Je vais vous laisser Clément vous en parler très brièvement. Je ne vais pas tout vous laisser écouter, mais ça va expliquer un peu la logique de ce qu'on propose avec la trame de vente et pourquoi on travaille autant là-dessus. Sachant que pour la Airbus, je pense que ce qui peut être intéressant pour toi, si tu prévois d'axer la vidéo plutôt sur le distanciel, c'était une mission qui n'était pas du tout distancielle à la base. C'était du 3 jours présentiel sur site, impératif, c'était marqué dans l'annonce, la commerciale a insisté là-dessus. Donc quand je suis allé en entretien client, je partais sur du 3 jours présentiel sur Toulouse, alors que je vis à Aix-en-Provence. J'étais prêt à le faire parce que bon, bah, le TGM était intéressant. Mais finalement, en négociant un petit peu, c'est-à-dire en axant ma préparation. Hop, on va s'arrêter là, pas non plus trop spoiler ce qu'on a fait. Mais voilà, il a réussi à passer d'une mission en hybride à une mission en remote, ce qui pour beaucoup est quasiment impossible, mais ça se fait. Alors je dis pas que c'est simple, dans tous les cas, tout ce que vous voyez ici, c'est du travail, hein. Je vous dis pas que ce qu'on a fait ça, c'était hyper facile, et Clément le dirait mieux que moi. Il y a du boulot, je pense que vous l'avez compris. Donc, en faisant le boulot, on peut arriver à avoir ce genre de cas de figure, on a des belles missions,
en remote, même avec des Airbus. Donc voilà, c'est ce qu'a fait Clément et ça a marché pour lui. Donc c'est très bien et c'est mérité parce que c'est un bosseur. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer un peu la phase qui va encore après ça. Parce que Clément, il s'est pas arrêté là, et c'est d'ailleurs, je lui ai conseillé parce que c'était un truc qui aurait été bête pour lui de le rater, c'est l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mise en relation de clients ESN avec des profils de votre réseau pour prendre une commission au passage. Problématique de Clément assez sympa qui est venu après qu'il ait commencé à trouver ses missions, c'est qu'il s'est créé du coup un réseau fourni. En prospectant bien, il n'a pas seulement eu des appels, il a eu des gens avec qui il a gardé contact. Des gens avec qui du coup il a pu du coup comprendre les besoins s'il y en avait et les envoyer du coup à son réseau. Sauf qu'au début, il se disait putain, j'ai beaucoup de gens avec qui j'ai des contacts, mais j'ai pas de moyen d'exploiter. Parce qu'il est déjà en double mission, il n'a pas non plus le temps de faire 4 missions en même temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des gens qualifiés avec les besoins de son réseau et du coup leur envoyer les missions en sélectionnant évidemment les meilleurs profils pour ensuite récupérer tranquillement une commission avec un contrat propre dans, on va dire dans la transaction. Et à terme, et c'est un peu la problématique que Clément traite actuellement, processiser le tout, si ça peut dire, on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de taf et on sous-estime ça. Beaucoup de gens parlent de l'apport d'affaires comme si c'était facile. En fait, il y a quand même beaucoup de travail de filtrage. Et donc Clément, en ce moment, du coup, il est en plein dedans. Donc là, il fait un peu des posts pour trouver des profils. Et il a commencé à s'amuser à faire un peu du code pour trier un peu les candidatures. Donc ça, c'est pour la petite aparté rapidement sur la partie apport d'affaires. C'est un next step qui n'est pas du tout obligatoire pour ceux qui veulent se lancer en freelance, mais c'est intéressant de voir ça. Quand vous faites les choses bien, cette problématique, elle va arriver très vite, normalement. Si vous faites bien les choses, vous allez avoir complètement trop de volume à traiter. Donc soit vous faites plusieurs missions comme Clément l'a fait, mais il y a un moment, il y a une limite. Donc vous allez commencer à vouloir vous dire, bon, mais soit je dis non à ces missions et je perds de l'argent, soit je l'envoie à mon réseau et on trouve un moyen de s'amuser. Donc voilà un peu ce qu'a fait Clément. Et pour résumer, en gros, trois grandes phases: positionnement, acquisition client et entretien. Ok, on arrive à la fin de la vidéo, donc pour conclure tout ça en beauté, pour ceux qui voudraient se faire accompagner comme Clément, pour implémenter ces différentes phases qu'on a vues à son cas personnel, donc avec une roadmap personnalisée, des process validés et actuels, et un suivi jusqu'à être en mission, vous avez un lien en description pour faire une demande de rendez-vous. Attention, quoi qu'il arrive, il y aura du boulot et il faudra être rigoureux. Si vous avez vu la vidéo, vous l'avez compris, il y aura forcément du travail et c'est normal. Mais si vous êtes prêt à faire les efforts qu'il y a à faire, n'hésitez pas, faites une demande de rendez-vous, vous aurez une page comme ça avec un formulaire à remplir. Le formulaire, faites-le sérieusement parce que ça me servira à valider le rendez-vous ou non. Donc, expliquez-moi la situation clairement, expliquez-moi votre parcours, expliquez-moi votre marché. Et comme ça, on verra si c'est pertinent ou pas qu'on puisse en discuter ensemble. Et ensuite, vous ne serez pas du tout forcé à la vente. On verra si c'est pertinent pour vous. Et on verra ensuite, du coup, si on avance ensemble ou pas. Donc voilà, vous avez tout en description. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes pour ceux qui se posaient la question de comment trouver des missions sur le marché actuel. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Et potentiellement à très bientôt aussi en rendez-vous. Allez, ciao!